Quelle est la chose que tu regrettes n'avoir pas fait? La médecine. Je n'ai pas obtenu le concours d'entrée à la faculté de médecine. Ça a été un moment très douloureux pour moi puisque c'était en fait la seule option pour moi. Voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut importer et adapter chez nous. J'observe beaucoup, surtout en termes d'innovation, ça va très vite. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut, partout où on est, développer des projets qui soit peuvent aller du monde vers le Tchad ou qui peuvent aller du Tchad vers le monde. Mesdames et vous tous, messieurs, bienvenue sur Blédard Podcast. Dans ce numéro qui est très spécial, un numéro que j'appréhendais et que j'espérais enregistrer il y a fort longtemps, parce que mon invité, c'est quelqu'un qui m'inspire depuis très très longtemps et ses œuvres parlent plus fort que lui. Et je pense que chaque pays a ces gens qui, de par leur vision, de par leurs aspirations, ont la possibilité d'impacter pas seulement sur une génération, mais sur plusieurs. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le Tchadien qui pour moi représente au mieux cette possibilité pour quelqu'un de rêver, de l'exécuter et d'impacter des gens sur plusieurs générations potentiellement. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui, je vais le laisser se présenter tout à l'heure, mais je vous dis simplement que c'est un numéro pour lequel je vais prendre de plaisir. C'est surtout pour moi que je fais ce numéro d'abord, parce que c'est un plaisir de le rencontrer. Et quand je parle avec lui, sa vision est impressionnante. Et j'espère que vous allez ressentir, j'espère que vous allez apprécier. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas spéculer davantage. Je dis bonjour à mon invité, bonjour Salim et bienvenue sur Blédard Podcast. Bonjour Eric, merci de m'avoir invité sur ce podcast éponyme Blédard. Donc, ça veut dire on parle du pays, donc c'est toujours un plaisir de parler de ce pays qu'on chérit. Ok. Je veux que tu te présentes plus en détail, que tu puisses déjà dire qui tu es et ton parcours académique. Je sais que ce n'est pas quelque chose que tu aimes évoquer souvent, mais c'est utile. Et je t'explique pourquoi je pose cette question, même si tu n'aimes pas répondre à ça. C'est que le Blédard Podcast, il est dispatché un peu partout. Il y a des gens, il y a des radios de SAR, par exemple Lotico, la radio Lotico de SAR, la radio Karuba de Mundu, et nous sommes en train d'étendre à d'autres radios aussi. Donc c'est intéressant que quelqu'un qui dans son village, un jeune qui peut-être est à côté de son parent, écoute qu'effectivement il y a quelqu'un qui est un Tchadien qui fait dans tel ou tel autre domaine. Donc l'idée, c'est que les parcours puissent inspirer les gens qui puissent écouter donc, ce podcast. Quel est ton parcours académique? On va commencer par là, que ce soit de l'école primaire, le Sacré-Cœur, l'école de journalisme et tout ça. J'espère que c'est la seule question qui va me faire parler de moi. Déjà, moi, j'ai eu un parcours académique ordinaire, rien d'extraordinaire. J'ai fait tout mon cursus de collégien et lycéen donc au lycée Félix Eboué, la grande famille. Ensuite, je suis allé en Centrafrique où j'ai développé une licence en informatique. Et je pense que mon voyage en Centrafrique, contre toute attente, m'a beaucoup apporté. Parce que dans un premier temps, je suis allé, c'était pour étudier la médecine. J'ai pas obtenu le concours d'entrée à la faculté de médecine. Ça a été un moment très douloureux pour moi, puisque c'était en fait la seule option pour moi, en fait, entre-temps. Mais je pense que euh, le numérique, je l'avais déjà un peu dans mon ADN, je peux dire, du fait que j'étais très curieux sur toutes les questions liées à cela. Même si j'avais eu mon premier ordinateur très tardivement, je m'enfermais beaucoup dans des journaux comme Informatique pour le nul, Excel pour le nul. C'était entre-temps ce type de livres que je lisais déjà. Et donc, je pense que je suis plutôt allé vers ma vocation, qui est donc l'informatique. Donc, finalement, j'ai étudié donc à l'Institut supérieur de technologie, où je me suis spécialisé dans l'administration système et réseau. Par la suite,
Euh, j'ai beaucoup côtoyé le monde des médias, où j'ai développé une grande passion pour les médias. Et finalement, je suis venu ici en France, donc à Lille, où j'ai développé un master en management des médias. OK. Une chose que les gens dans les radios nous reprochent souvent, c'est qu'ils ils écoutent, c'est intéressant, mais ils disent qu'au départ, on ne dit pas toujours les noms des invités. Donc, j'insiste pour revenir un peu là-dessus, pour dire que l'invité aujourd'hui, c'est Salim Azim Hassani. Les gens qui ne connaissent pas plus en détail que ça, c'est que c'est le fondateur de Wena Club. Wena Club, Cofondateur. les gens connaissent plus, Cofondateur. cofondateur, pardon, de Wena Club. Et donc, les gens connaissent plus Wena Club. Et l'une des choses qui me fait plaisir, c'est justement que tes œuvres parlent plus que toi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent et qui ont même profité de ce que tu as fait au sein de Wena Club, mais qui ne savent pas forcément qui est cette personne et d'où vient cette inspiration. Mais on va creuser là-dessus tout à l'heure. Peut-être, je voudrais insister sur le fait de dire cofondateur parce que Wena Club, c'est un fruit de co-création, en fait. Et, et c'est là où on a, dès le départ, on s'est dit que notre credo, ça allait être ensemble plus loin. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes restés une entité assez unie entre nous. Ça fait 10 ans que ça existe, 10 ans que nous persistons sur les mêmes missions, les mêmes valeurs. Et donc, je pense que c'est assez important de les dire pour démontrer comment, en fait, quand on se met ensemble, quand on met les idées ensemble, quand on unit les intelligences, on est d'une manière ou d'une autre plus intelligent. D'accord. Et avant qu'on ne creuse sur Wena Club, je voudrais qu'on parle un peu de l'aventure lilloise. Parce que quand on voit ton profil, on voit c'est un expert en IT, un expert dans le domaine de l'informatique et donc du domaine tout ce qui est digital et qui te passionne. Et là, tu viens de dire que tu as fait un management en gestion des médias. On a l'impression que c'est, je ne sais pas si c'était une ligne logique ou si c'est au fil de ton expérience que tu as ressenti le besoin de dire je vais me former et pourquoi déjà Lille ici en France alors que voilà. Au départ, j'avais une grande passion pour l'écriture. À mes temps perdus, j'écris des poèmes et tout. Et c'est vraiment des textes qui restaient uniquement sur des cahiers, soit juste sur des fichiers Word. Et en 2010, quand la télé des médias de Radio France Internationale a lancé le concours Mondoblog, je me suis dit, tiens, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais déjà, bien avant, j'étais né aussi un blog, donc à partir de 2007. Et pour moi, c'était juste voilà, un passe-temps et tout. Euh, et, et quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au blogging à travers donc, mon blog, j'ai commencé à développer une grande passion pour les médias, mais aussi et surtout pour avoir aussi côtoyé quelqu'un qui, dans le domaine surtout des médias et de la communication, m'inspire beaucoup. Je ne sais pas, peut-être les générations qui ont écouté Africa Murien se souviendront peut-être d'Henri Pascal Bolanga. C'est quelqu'un que j'ai eu pendant un bon moment comme mentor, puisque j'ai travaillé avec lui. Okay. Et il m'a vraiment transmis aussi donc, l'amour donc, de la communication, tout simplement. Et avec lui, on a développé pas mal de projets, en l'occurrence pour la présidence de la République centrafricaine. Okay. Et pendant ta formation, je voudrais savoir comment ta formation à Lille a été oui, utilisée, au Tchad surtout. Comment ça s'est passé déjà pendant ta formation à Lille? Je n'ai pas dit comment je me suis formé, voilà. parce que c'est important de le souligner aussi. Donc, moi, après, c'est en discutant avec quelqu'un, donc un grand frère qui est dans les médias, un jour il me dit, mais toi, tu te moques de moi, tu es journaliste, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, je ne suis pas journaliste, je suis juste blogueur. Il me dit, tu ferais bien de te prendre une formation et tout. Et là, ça m'a tiqué. Et j'ai toujours eu envie de comment dire, d'intégrer dans cette école, qui est l'école supérieure de journalisme de Lille. Et donc, ils ont une filière, une spécialité qui se développe donc en ligne, donc depuis le Tchad.
la magie donc, du numérique opérant. Donc, j'ai pu développer ce master. Mais comment est-ce que je l'utilise aujourd'hui? C'est que je pense que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et aussi euh, euh, orienté ma vision dans le développement surtout des programmes euh, liés donc aux médias, notamment le développement des médias même. D'accord. Dans la même lancée, je voudrais savoir, tu as parlé de l'innovation, un peu comme si c'était un truc qui était dans ton ADN, dans tes gènes, c'est comme si c'était plutôt inné. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que dans ton parcours, en termes d'expérience, que ce soit dans le domaine des TIC ou même dans les différentes organisations internationales où tu as bossé, des partenariats pour lesquels tu as fait beaucoup de choses, et ta formation académique aussi d'ailleurs, en quoi tout ça a nourri ton esprit d'innovation? Parce que si, il y a des gens qui ont des compétences innées, mais qui peut-être se dirigent vers d'autres directions de par les expériences, de par ce que la vie leur balance essentiellement. Comment est-ce que toi, ton expérience un peu qui est assez riche et diversifiée a nourri cet esprit d'innovation-là que tu avais, mais que tu as nourri avec, au fil des expériences pour pouvoir créer Wenak Lab et co-fonder Wenak Lab? Effectivement, j'ai j'ai eu la chance de côtoyer donc, différents domaines, différentes structures. J'ai voulu être médecin, j'ai pas pu l'être, mais j'ai travaillé avec Médecins sans frontières. J'ai travaillé un peu dans les milieux, on va dire, un peu politiques, donc à la présidence de la République centrafricaine. J'ai un peu aussi travaillé donc, sur des questions donc, de connectivité et tout. Donc, moi, je pense que tout cela m'a permis donc d'identifier les besoins réels, en fait, Mhm. euh, en termes de numérique, en termes aussi de besoins même de la jeunesse. Parce que le jeune que j'étais, qui voulait se former, qui n'avait pas de cadre pour se former sur des sujets, qui voulait juste avoir accès à Internet, qui ne pouvait pas l'avoir, accès même à l'électricité. Mhm. Donc, deux fois, c'est que je me retrouvais à me promener avec mon sac à dos, cherchant juste un endroit où je pouvais me poser, avoir ne serait-ce qu'accès à l'électricité Mhm. pour pouvoir travailler. Et donc, je pense que c'est tout ça qui a permis donc, euh, d'entrevoir cette vision, mais aussi qui m'a permis donc d'être au bon endroit et de trouver les bonnes personnes Mhm. avec lesquelles travailler et réfléchir sur cette question. D'accord. Là, avant de tomber sur comment ton innovation s'est exprimée, je voudrais savoir, là, on enregistre à Ivry, on est ici en France. Est-ce que tu peux déjà nous dire la raison de ta présence, la raison ou les raisons de ta présence ici en France déjà? Alors, ma présence en France est déjà d'ordre privé, D'accord. mais j'en profite aussi effectivement pour observer, voir comment les choses évoluent ici. Mhm. Euh, mais aussi et surtout nouer de rechercher d'abord des partenariats et Mhm. nouer aussi donc des partenariats pour pouvoir un peu pousser beaucoup plus donc l'initiative Wena Club. OK. Est-ce que tu as pu nouer des partenariats, rencontrer des gens, nouer des Il y a partenariats des ici? discussions, il y a beaucoup de discussions en cours, notamment avec des universités et des incubateurs. Mhm. Et bon, j'espère qu'on va aboutir sur quelque chose de concret. D'accord. Le jour, quand ces discussions vont aboutir, quand il sera question de faire le contrat, il faut m'appeler, je vais m'occuper de ça. Avec plaisir. Avec Ouais. grand plaisir. Ouais. Maintenant, il y a aussi, est-ce que dans le cadre de ce partenariat, tu vas juste, c'est pour faire des projets au Tchad ou est-ce que tu as des projets, que ce soit dans le cadre d'un partenariat ou ici en France, ou des activités que tu aimerais mener ici en France? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, et même si aujourd'hui, euh, les gens sont de plus en plus sceptiques par rapport au Tchad, au Tchad, je pense qu'il faut, partout où on est, euh, développer des projets qui soit peuvent aller du monde vers le Tchad ou qui peuvent aller du Tchad vers le monde. Mhm. Je pense que euh,
sur ça, peu importe comment ça pourrait arriver, euh, pour moi, l'essentiel, c'est de développer quelque chose qui peut nous aider en fait à avancer. Maintenant, au cours de ces rencontres que tu fais ici, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, ou en tout cas dans les négociations qui sont en cours, moi, j'apprends beaucoup d'ici, de mon cadre ici en France. Il y a des gens, il y a une manière, effectivement, comme je travaille ici, il y a une manière de bosser que je prends avec moi. Et si je rentre au Tchad, forcément, ça impacte ma manière d'être. Il y a des partenariats que je mets sur pied. Et l'idée, c'est justement de créer un pont pour que ce soit pour des entrepreneurs ou que ce soit pour des individus ou des gens qui ont besoin d'aide, peu importe le secteur. J'aime l'idée d'être un pont et qu'à travers ce pont-là, il y ait des valeurs qui puissent circuler dans les deux sens. Nous avons des valeurs tchadiennes que nous apportons avec nous où que nous soyons, mais il y a aussi les valeurs qu'on prend ici qui sont des bonnes valeurs et que voilà, qu'on peut importer justement pour améliorer que ce soit nos activités respectives ou même sur le plan culturel, essayer de faire changer des mentalités et faire avancer certaines thématiques. Si je te demandais qu'est-ce que tu peux prendre, que ce soit socialement ou que ce soit professionnellement, au fil de tes contacts ici, quelles sont les valeurs ou quelque chose que tu as tiré d'ici que tu penses importer à Wena Club ou au Tchad de façon générale? Quand tu formulais ta question, il y a quelque chose qui m'amusait, c'est ce proverbe qui dit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Et j'ai envie de dire que, quoi qu'il en soit, ce tronc d'arbre, il va se retrouver mouillé quand même. Ouais, 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 ça c'est sûr. Forcément, il y aura des bribes de valeur, euh, des bribes des choses positives qu'on va importer en fait chez nous. Et, et déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'observe beaucoup, surtout en termes d'innovation, et ça va très vite. Euh, c'est de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut importer et adapter chez nous. C'est surtout l'adaptation qui compte parce que on n'a pas forcément les mêmes moyens, même si aujourd'hui on dit avec la quatrième révolution numérique, ça va vite, mais le truc c'est que comment faire en sorte qu'avec nos infrastructures qui ne sont pas adaptées à l'heure actuelle, quand je parle d'infrastructure, c'est l'infrastructure numérique, puisque moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse être capable, en fait, d'évoluer au même niveau, puisque sachant qu'aujourd'hui, c'est très facilement qu'on peut avoir quasiment les mêmes outils pour développer, ne serait-ce que des logiciels adaptés à nos besoins. Comment faire en sorte pour rendre plus efficaces les politiques publiques en numérisant l'administration, par exemple. Et c'est ce qui avance très bien ici. Faire une demande de pièces d'identité, on peut le faire depuis chez soi. Je ne sais pas moi. Créer une entreprise. Par exemple, rien que sur la question liée à la santé, aujourd'hui, un patient tchadien, il n'est connu que peut-être 200 médecins uniquement. C'est difficile, en fait. Le système, pour moi, je pense que le système sanitaire tchadien, il n'a pas de mémoire du fait tout simplement qu'il ne connaît pas ses patients. Exactement. Qui sont ses patients? Quelqu'un même entre les hôpitaux en N'Djamena, si tu as perdu ton carnet de santé, c'est fini. C'est fini, ouais. Voilà, donc c'est toutes ces belles pratiques qu'on voit ici, donc, que j'aimerais donc rapporter à Venaclap, mais surtout faire en sorte que ça puisse, ce que nous sommes en train de faire puisse s'intensifier et de pouvoir être encore plus utile à la jeunesse, mais pas que, mais à la population tchadienne dans son entièreté. D'accord. Hier, je parlais avec un ami qui parlait justement de ce qu'il pouvait importer et pour lui, c'était un système de couverture sanitaire. Essayer de faire en sorte que notre système d'assurance offre un peu comme la sécurité sociale ici, ou même assurance maladie, ce genre de choses qui puissent protéger les gens qui travaillent et qui n'ont pas toujours, quand ils sont malades, la possibilité de payer cher. Donc, que l'État, ou en tout cas, qui est ce système-là au Tchad. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses, même déjà prendre. du point de vue de l'éducation.
Un élève qui change d'établissement, on ne le connaît pas quand il arrive dans l'autre établissement, puisque tout simplement, il n'y a pas d'historique en fait. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Comment penser que, par exemple, euh, il y a, il y a aussi dans le domaine culturel, tu as des artistes qui ont produit, par exemple, nos artistes des années 60 et tout. Il y en a qu'on a perdu les morceaux. Il y a de très belles chansons qui n'existent plus, tout simplement parce que quand la radio a été pilonnée, on a perdu une bonne mémoire en fait de la radio. Donc, il faudrait vraiment penser à numériser cela, à avoir de vrais centres de données avec les exigences qui vont avec. Justement, je voudrais qu'on puisse maintenant plonger dans Wenakla. Et j'ai envie de l'appeler ton bébé, mais là, c'est un bébé qui est devenu un géant, surtout dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un peu le porte-étendard. C'est un enfant qui apprend à marcher jusqu'à là. Peut-être que, tu sais, en tant que parent, tu vois en petit, mais nous, de l'extérieur, qui ne sommes pas, on voit Wenak vraiment partout. Quand je parle à des personnes qui ne sont pas tchadiennes et qui cherchent un contact, un point d'ancrage pour toucher les entrepreneurs ou qui souhaitent travailler avec, Wenap est l'option la plus crédible par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc, je voudrais savoir d'où te vient l'inspiration, d'où est-ce que c'est venu. Tu as un peu brossé le fait qu'il y avait certainement besoin, mais le besoin de créer pas seulement les solutions à tes problèmes, mais un hub pour que d'autres personnes puissent aussi avoir un cadre pour pleinement exprimer leur créativité ou bien leur esprit d'innovation. Donc, d'où te vient cette inspiration pour mettre sur pied un cadre comme Wenak Lab avec tes partenaires? Je pense que c'est une inspiration commune qui est née d'un fait, en fait, un besoin de créer, de donner un cadre aux jeunes talents tchadiens. Et quand je dis talent, il y en a beaucoup. Et il y a des jeunes qui peuvent nous surprendre. Donc, on a observé qu'il y avait vraiment un potentiel de créativité énorme et qu'il fallait juste donner la possibilité, un cadre qui va permettre à ce jeune d'innover. Et donc, ma rencontre avec celui qui donc est mon cofondateur Abdesalam Safi s'est fait sur Internet, via notamment Facebook. Et tout de suite, les choses sont allées très vite. Quand on s'est vu d'affilée, on a parlé 4 heures du temps. Si on s'est quitté, c'est parce qu'il faisait déjà tard. Ensuite, on s'est revu le lendemain. Et je pense que les choses sont allées très vite. Pour nous, c'est allé très vite. Et en même temps, on s'est dit que, mais vraiment, on n'est pas arrivé à faire exactement ce qu'on voulait faire, qui était vraiment avoir un très grand hub qui pouvait générer d'énormes solutions et tout. Mais tout ça, c'est du fait. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème de compétences. Et c'est là où vraiment on a fait une sorte de rétro-pédalage pour se dire, OK, on va s'ancrer on va faire un focus sur la formation, commencer à former au maximum pour pouvoir générer aussi donc des talents capables de faire face aux défis de l'heure. Et en termes de réalisation, en tout cas en termes d'avancée, en 10 ans, j'ai d'abord demandé, avant d'aller dans les réalisations, quels sont les principes. Parce que 10 ans, continuer de travailler ensemble, garder la même vision, c'est difficile. Effectivement, quand ça marche un peu, les gens ont tendance à aller dans différentes directions. Comment on fait pour que en 10 ans, on continue de travailler, qu'on ait d'autres aspirations, qu'on ait d'autres projets, toujours ensemble pour avancer? Quels sont les principes qui ont guidé non seulement UNAC, mais votre collaboration pour que ça continue? Moi, je pense que les valeurs premières qui ont guidé donc, la création de UNAC, ce sont tout simplement des valeurs humaines de partage, d'inclusion, mais aussi donc de créativité. Je pense qu'on devient créatif face à la dureté aussi de la vie, face aussi
comment dire, aux défis qui nous entourent. C'est un bon observateur. On arrive à se dire, ah tiens, on a tel défi qu'il faut donc pouvoir aborder et aussi, comment dire, atténuer. Et donc, ces principes donc, de créativité, d'innovation ont toujours guidé ENAC. Et aujourd'hui, nous sommes restés sur comment dire, la même longueur d'onde et cette valeur, sinon ces valeurs continuent donc à nous guider au jour le jour. Ok, est-ce que tu peux ensuite nous parler de quelques réalisations? C'était ma question tout à l'heure. Et surtout, peut-être mettre un accent sur une réalisation qui t'a surpris, même toi, parce que peut-être que c'était complètement inattendu. Peut-être la solution, elle était tellement géniale, ou peut-être que ça venait de quelqu'un où tu t'attendais pas, peut-être des enfants qui ont fait un truc énorme. Est-ce que tu peux nous parler de C'est pas quelques-unes quelque des chose réalisations? d'énorme. C'est pas quelque chose d'énorme. En fait, je pense que c'était en 2021. Donc, on était sur un projet de podcast qui a réuni plusieurs acteurs, donc 40 acteurs. J'en parlais tout à l'heure. Et là, un des comédiens qui vient, il me voit, il m'appelle, il me dit, c'est quelqu'un d'un peu plus âgé. Peut-être je vais dire le nom, Hadr Dounia, il m'appelle. Il me dit, écoute petit, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens donc ici, donc à Wenat Lab, au sein de l'espace. Franchement, je me suis senti très bien. Je me suis senti très bien et j'étais vraiment dans l'environnement. Votre environnement me plaît. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, écoute, on ne se rend pas compte qui est musulman, qui est chrétien, qui est riche, qui est pauvre. Parce qu'Abdesalam, mon cofondateur, qui déambulait dans les couloirs, sans chaussures, tout le monde s'est mélangé, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas tout le monde s'est taquiné et tout. Il y a des gens qui priaient à côté, il y en a qui discutaient, il y en a qui faisaient leur lecture et tout. Il me dit, mais franchement, c'est cet environnement dont on a besoin. Et là, je me suis dit, mais tiens, si on arrivait à créer un cadre aussi qui arrive à placer des gens qui viennent de tous les horizons. Et en plus, ce jour, il y avait des blancs, il y avait des noirs, donc il y avait un peu du tout. Et après, avec du recul, ça m'a rendu fier. Ça, je ne peux pas le cacher, mais en toute humilité, ça m'a rendu énormément, ça m'a donné beaucoup de fierté. Et pour dire vrai, après, moi, je pense que même si je suis un grand passionné du numérique, je pense que je t'engendre un peu les médias, puisqu'aujourd'hui, je pense que si il y a un domaine qui a été beaucoup impacté par le numérique, c'est aussi les médias, du fait que ce soit consommateur, que ce soit diffuseur, on est tous créateurs d'informations. Donc, je pense que les deux liés, c'est très passionnant et je ne peux pas vraiment en fait m'en tirer. Et ça nous a permis en fait ça nous a guidés pour mettre en place le Media Lab, donc en réalité qui est un cadre qui brasse d'énormes compétences et tout. Et quand je parle, peut-être tu l'entends toujours, c'est cette question de brassage, de mettre ensemble les compétences pour arriver à un but. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, la co-création. Et avoir un cadre comme ça où on a des journalistes, on a des vidéastes, on a des ingé-sons, on a même des artistes qui travaillent ensemble, c'est quelque chose d'assez passionnant et même exaltant pour moi. Et je pense que pour moi, le Media Lab, ça reste vraiment quelque chose en termes de réalisation, quelque chose de très important pour moi. Il y a aussi un autre projet
donc, l'accompagnement des jeunes talents en robotique. Donc, chaque année, nous accompagnons des jeunes qui représentent le Tchad au First Global Challenge, qui est une sorte de jeu olympique de robotique. Plus de 190 pays réunis. Cette année, c'était à Athènes. Malheureusement, on n'a pas pu y assister pour des raisons administratives. Mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, les enfants iront. Mais c'est vraiment des 13 à 18 ans que nous formons à la robotique. Mais surtout, le but ultime, c'est de les sensibiliser au STEM, donc sciences, technologies, informatique, mathématiques. Et il n'y a que par la science aujourd'hui qu'on peut faire aussi avancer les choses. Ouais. Je ne dis pas que, mais bon, entre autres. Oui, mais je pense que c'est important, surtout qu'au-delà de l'avancée scientifique, ça permet justement de véhiculer des valeurs humaines que tu viens de dire, et Dieu sait à quel point au Tchad on a besoin de ce cadre où on arrive. Et ce qu'on fait est plus important de qui on est ou d'où on vient. C'est secondaire parce que finalement, si on est capable de travailler comme ça dans cette diversité, sans que personne se demande qui tu es en fait, qui t'a envoyé ici, on ne veut pas savoir ça. On est trop en retard pour se permettre d'avancer chacun dans un certain couloir. Pourtant, on a un seul couloir qui est sale. Il faut qu'on se mette ensemble pour le nettoyer. C'est très bien imagé, ça. Je voudrais qu'on puisse avancer justement dans toutes ces réalisations. En tout cas, tu n'as même pas cité 10%, je le sais, mais l'idée, c'est de savoir quel accompagnement existe. C'est très important parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point pour innover, il faut un cadre. Et parfois, c'est un cadre technique qui accompagne, parfois, c'est un appui financier qui est nécessaire. Je voudrais qu'on puisse plonger un peu dans cet accompagnement pour WENAC Lab et surtout en quoi ça te permet de mettre en œuvre ces projets-là, ou alors est-ce que tu le fais tout seul sur tes fonds propres, voilà. À quelle hauteur est-ce que ces accompagnements sont présents? Je voudrais qu'on commence par un peu l'accompagnement venant des cadres multilatéraux, que ce soit des organes des Nations Unies, le PNUD, entre autres, l'UNICEF, peut-être certaines de ces organisations-là qui prônent l'accompagnement des entrepreneurs avec différents projets qu'ils ont mis sur pied. On peut peut-être citer quoi? ACF peut-être, quoi d'autre? AFD peut-être. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup d'organisations multilatérales qui disent vouloir aider des entrepreneurs, d'accompagner la jeunesse, d'accompagner les projets d'innovation. Quel est l'accompagnement, que ce soit technique ou financier, que les organes multilatéraux puissent accordent à WENAC pour pouvoir exécuter? Il y a quelque chose de capital que je voudrais souligner ici, c'est que la plupart du temps au Tchad, quand on lance des initiatives, on le lance soit en attendant de se dire que je vais monter mon projet et que les bailleurs viendront financer. Soit on se dit que oui, j'attends une opportunité, je ne sais pas moi, d'un concours, de quelque chose avant de le faire et tout. Mais je pense que la chance que nous, on a eu à WENAC Lab, c'est d'être spontané en fait. Le truc, il est allé de manière très spontanée, sans attendre rien. Et beaucoup plus sur fonds propres au départ. Et par la suite, on a essayé de développer des mécanismes, donc d'avoir un business plan qui nous permet en fait de s'autofinancer un peu. Un peu de sous-location, un peu de services. Mais je souligne le fait que nous sommes vraiment une organisation à but non lucratif. Et donc, par la suite, nous développons pas mal de projets qui sont accompagnés par des partenaires multilatéraux, notamment le PNUD avec lequel on a lancé la Maison de l'innovation sociale numérique. Donc, c'est une maison qui regroupe plusieurs autres organisations tchadiennes, des jeunes aussi comme nous, qui travaillent sur différents autres axes. Mais le but, c'est vraiment de mettre en lumière l'innovation sociale au Tchad. Et même une plateforme existe pour ça, pour tout innovateur qui veut faire connaître son travail ou encore tout simplement
des articles qui parlent aussi des activités de la MISN. Voilà. Et on a aussi, donc, je pense, l'un de nos premiers partenaires a été donc UNICEF, avec lequel on a développé pas mal de très beaux projets dès le départ entre 2015 et 2017, notamment sur la cartographie numérique. On a abordé donc, les questions liées à la problématique des jeunes, où nous, on venait avec une expertise technique sur comment faire de la cartographie pour identifier des problématiques telles éducation, santé, ainsi de suite. Et les jeunes, ils font des photos, ils font des articles, ils font des vidéos et ils les placent sur une carte interactive où, voilà, quand le visiteur il arrive sur telle ou telle région, il sait qu'il y a telle ou telle autre problématique. C'était à l'endroit, mais vraiment des bailleurs. D'accord. On a travaillé notamment aussi de manière beaucoup plus implicite dans des écoles où on a contribué à la reconstruction aussi des tables bancs un peu pour donner le ton. Et ça a été une très belle aventure avec UNICEF où même on a développé un premier groupe aussi de YouTubers entre-temps. Et c'était vraiment très, très fascinant. Avec Oxfam, on a travaillé sur des questions donc, de lutte contre les inégalités, notamment l'accès aux terres pour les femmes, par exemple. Et on a développé une plateforme Femomètre qui est une sorte d'outil de veille sur les promesses publiques faites en faveur des femmes rurales notamment. Et je pense que je pourrais en citer plusieurs comme ça. On a travaillé avec pas mal d'acteurs multilatéraux que je ne saurais citer ici. Je ne sais pas si l'AFD est un acteur multilatéral, mais je voudrais illustrer en posant cette question. Benaclab a beaucoup de compétences techniques. Est-ce que dans le rapport que vous avez avec les partenaires multilatéraux, ce qu'ils vous apportent, c'est un partenariat technique, donc un apport technique aussi pour peut-être renforcer des compétences ou faciliter l'exécution, ou alors eux n'ont qu'à la capacité d'exécuter, mais simplement il faut qu'ils apportent un appui financier, vous amenez l'apport technique et puis du coup la combinaison fait que ça renforce l'exécution des projets. Tu as souligné la AFD tout à l'heure, mais nous on travaille surtout avec l'ambassade de France. Ok. Oui. On va arriver sur les partenaires bilatéraux bon, du staff. Bon, pas de souci. Ok, mais je pense que déjà, l'accompagnement qu'ils nous apportent, ce n'est pas que forcément financier, mais déjà, je peux dire que ça peut être aussi technique souvent. Et ça nous permet en fait de toucher beaucoup plus d'être beaucoup plus au devant des défis communautaires, mais aussi donc de toucher donc de manière concrète les problèmes donc qui minent un peu notre société. D'accord. Tout à l'heure, tu as évoqué le travail que vous faites avec l'ambassade de France. Est-ce que tu peux élaborer un peu dessus? Qu'est-ce que l'ambassade... Quels sont les quelques projets, peut-être, des choses que vous avez fait avec l'ambassade et surtout, comment ça a commencé en fait? Je connais plein de gens qui ne savent pas, qui ont envie peut-être de voir, mais qui n'ont aucune idée comment ça commence. Je pense que c'est le tout premier partenaire qui nous a fait confiance via l'Institut français du Tchad, puisque même en fait, la première sortie officielle de Benaclab, c'était à l'Institut français du Tchad. Et depuis, je pense qu'on n'a pas cessé de collaborer. Et le soutien de l'ambassade de France au Tchad n'est pas que financier. Je raconte un peu, par exemple, en novembre 2015, oui, donc on a développé ce qu'on a appelé la semaine du numérique, donc avec l'Institut, où on a eu la présence des RFI, on a fait, je pense, deux émissions avec la télé des médias et ça a été une très belle expérience qu'on a réédité l'année suivante, qu'on a appelé le mois du numérique. Et par la suite,
c'est devenu donc le novembre numérique. Ok. Et c'est adapté, aujourd'hui, c'est adopté dans tous les autres instituts français du monde, 70 pays. Donc, aujourd'hui, on est fiers de dire, on dit souvent que le novembre numérique, c'est parti du Tchad, en fait. Donc, c'est pourquoi on dit, nous, on veut vraiment développer des initiatives qui vont du Tchad vers le monde. Ok. Et donc, et cela n'a pu être possible qu'avec le soutien de l'ambassade de France au Tchad. Okay. Et donc, aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus sur les questions de formation. Et là, l'ambassade, c'est vraiment un partenaire. L'ambassade de France au Tchad, c'est vraiment un partenaire crucial là-dessus. Okay. Et il nous accompagne donc de manière aussi technique, mais aussi structurelle. Donc, comment se restructurer pour être une organisation assez solide, comment dire, crédible face aux autres partenaires aussi du monde. Donc, et ça nous a permis, par exemple, de nouer un partenariat stratégique avec Simplon, qui est ici, donc, via sa filière africaine, Simplon Afrique, qui offre une ingénierie pédagogique très poussée. Et ça nous permet de proposer donc des formations, mais vraiment très adaptées aux besoins actuels, mais aussi aux réalités tchadiennes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que nous sommes au stade où on a vraiment besoin de former des artisans du numérique, des référents digitaux, des webmasters, des data analystes, ainsi de suite. D'accord. Je vais te demander un conseil alors. Moi, je ne suis pas dans le domaine de l'innovation, mais les choses qui m'intéressent sont axées autour de la liberté d'expression, le dialogue social, l'agir autour de différentes thématiques qui sont pertinentes au Tchad et potentiellement inflammatoires. Si je cherche des partenaires, que ce soit surtout d'abord des entités non tchadiennes, que ce soit des cadres de partenaires multilatéraux ou bien même bilatéraux, un peu comme l'ambassade de France ou l'ambassade des États-Unis, ou peu importe la mission diplomatique, mais une ambassade ou une organisation internationale. Quelle doit être la meilleure approche? Quel conseil tu pourrais me donner? Parce que là, on a par exemple le podcast, effectivement, où on met en valeur tout ce qu'il y a de Tchadiens et d'Africains de façon générale. Il y a le Conciliabule, où c'est vraiment, aujourd'hui, je pense, c'est la plus grande plateforme de dialogue social. Quel conseil tu me donnerais et quelle approche je devrais avoir pour justement essayer d'avoir des gens qui ont d'abord les bonnes compétences? Parce que lorsque je fais le Conciliabule, je voudrais que ça se passe bien, que ce soit utile. Maintenant aussi, si pour donner un impact, ce serait bien d'avoir un appui peut-être potentiellement financier, mais que ce soit technique ou financier. Quel conseil me donnerais-tu dans ce sens? Moi, je pense que tu es en train déjà de procéder de la bonne manière, parce que la première des choses, c'est poser les jalons. Et quand je dis poser les jalons, c'est de les poser de manière sérieuse déjà. Expliciter aussi ton approche. Souvent, on a peur d'exposer nos idées. Mais je pense que tant qu'on n'expose pas nos idées, on ne peut pas avoir des cofondateurs ou tout simplement des personnes qui seraient à même de nous aider. Ensuite, c'est de faire un travail aussi de cartographie, d'identifier quels sont les acteurs, que ce soit africains, qui existent, qui peuvent vraiment faire ce travail. Et moi, j'ai envie de t'orienter. Ça peut être vers Oxfam, AFEX, African Freedom Expression. Je pense que leur siège est au Ghana, ainsi de suite. Bon, voilà. D'accord. Merci. Et je pense que c'est valable pour les gens qui sont vraiment... Les conseils que tu viens de donner s'appliquent à tous ceux qui ont des projets et qui l'exécutent, qui vraiment ont une vision. Parce que comme je l'ai dit à mon équipe, c'est avec ou sans partenaire, nous, on va continuer d'avancer. Maintenant, si quelqu'un estime que notre vision est intéressante et que cette personne veut participer, là, elle est la bienvenue. Ce n'est pas pour nous dire quoi faire, mais on a un modèle, on a une certaine avancée. Et l'idée, c'est vraiment de mener des conversations utiles pour le Tchad, de mettre sur la table des thématiques parfois qu'on n'aime pas aborder, mais qui sont très importantes et utiles pour l'avenir du pays. On ne peut pas continuer à avancer en ignorant certains aspects. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit à mes gars, ce qu'on fait est plus important que nous. Donc, l'idée, ce n'est pas juste c'est pas que nous le fassions, mais que ce concept de s'assurer de s'asseoir pour parler soit adopté et qu'il puisse continuer. Donc, Moi, je pense que c'est un problème
qu'on a, je ne veux pas généraliser aussi les choses, mais d'après ce que j'ai observé, en fait, tout est tabou, en fait, au Tchad. Et ça, c'est dommage parce que ça nous empêche, en fait, d'aller vers l'autre. En fait, tant qu'on ne va pas vers l'autre, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent. Exactement. Et très souvent, on se fait des problèmes sans qu'il y ait Pour rien, vraiment en pour fait. rien, en fait. On creuse, il Pour n'y a rien, tout rien au fond. simplement. Quand on creuse, il y a rien au fond. Mhm. Et donc, je pense qu'il faut tout simplement détabouiser tous ces sujets, en fait, qui nous gangrènent. C'est un bagage inutile, en fait, qu'on porte. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, c'est donner aussi donc, la latitude de dire les choses, de donner les autres les droits à l'erreur. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et c'est même la base même de l'innovation, c'est erreur, répétition, erreur, répétition. Voilà. Moi, je peux te rassurer que d'ici quelques temps, on s'attaque au tabou, on va les casser, on va éviter Je que pense que des c'est en train choses... d'arriver avec les réseaux sociaux, notamment quand je vois aujourd'hui ce qui s'est fait, bien ce qui s'est dit. C'est, je pense qu'on est en train d'avancer, mais maintenant, il faut juste canaliser les choses. Montrer aux gens la façon de se comporter sur les réseaux sociaux, de leur dire c'est la même chose en fait quand on est dans la vraie vie aussi. Mais Les c'est mêmes valeurs s'appliquent. Quoi. Oui, exactement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, notre prochaine édition, personnellement, je l'ai baptisée l'édition de l'inconfort. L'idée, c'est de faire que tout ce qui nous rend inconfortable et qu'on évite souvent, on va en parler, mais dans un cadre bien contrôlé. L'idée, c'est de pas d'inflammer, de faire en sorte que les gens s'enflamment. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent au moins écouter une perspective qui peut être différente et pas toujours plaisante, mais qui existe et qu'on ne peut pas juste ignorer parce qu'on n'est pas d'accord avec. Donc, ce sera ça. Ouais, moi, je suis de ceux qui n'aiment pas heurter aussi la sensibilité des autres. Je pense qu'on peut dire franchement les choses sans être désagréable. Exactement. Et quand je parlais aussi tout à l'heure de valeurs, c'est ce qu'il faut maintenant inculquer à notre génération et aux générations qui arrivent parce que on sait combien de fois, en fait, le fait de blesser quelqu'un, les mots, en fait, ça reste. Ça reste à jamais. C'est des blessures qui restent béantes des années et des années. Quoi. Non, moi, je suis d'accord. Maintenant, on va avancer un peu sur les partenaires nationaux. Pour moi, c'est les plus compliqués. Parce que lorsque je parle déjà avec des entrepreneurs ou d'autres personnes, que ce soit des partenaires étatiques ou non étatiques, ou en tout cas des entreprises, c'est hyper compliqué de travailler. Peut-être parce que l'accès, on ne sait jamais comment accéder à ceci, on ne sait jamais comment telle chose fonctionne. Même si officiellement, il y a un mode de fonctionnement qui est communiqué, pratiquement, c'est plus complexe que ça. Ça dépasse toujours ce qu'on dit comme procédé. Donc, sur le plan national, est-ce que tu peux nous partager quels sont les partenaires tchadiens avec qui tu travailles, que ce soit des partenaires étatiques ou bien des partenaires privés? Oui, nous, on a travaillé avec pas mal d'acteurs étatiques et on continue toujours à explorer aussi donc, des pistes, notamment le ministère de la Femme, avec lequel on a travaillé sur des questions donc, d'autonomisation des jeunes filles via l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a co-créé une compétition qui a eu donc deux éditions. On a noué un partenariat aussi avec l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des communications électroniques et postales, notamment sur donc le développement d'un centre d'appel dédié donc à la pandémie du Covid-19. Donc ça a été une expérience très riche, même si c'était assez lourd le fonctionnement, mais je pense qu'on s'est senti utile en fait à ce moment-là, puisque c'était vraiment travailler avec l'appareil étatique, avec deux ministères conjoints, le ministère de la Santé notamment et donc le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies en son temps. Et il y a
il y a aussi donc, des discussions qui sont en cours avec d'autres partenaires, notamment sur des questions donc, liées à la formation, euh, mais aussi donc, le développement donc, d'outils numériques. Sur les autres organisations, on a travaillé aussi avec pas mal d'organisations au niveau local. Nous avons pas mal de partenaires aussi au niveau jeune. Mais encore pour dire des questions tabous, c'est très complexe en fait de travailler avec nous. C'est-à-dire, quand je dis avec nous-mêmes, c'est des organisations jeunes comme nous. Souvent, c'est des guerres d'intérêts un peu malsains. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de travail à faire dans le milieu jeune au Tchad, à l'image de ce qu'on voit actuellement. Et, et franchement, ça ne donne pas envie de travailler en fait dans un environnement pareil. Et de toutes les façons, on essaie en fait de, de rester en collaboration avec pas mal d'autres entités et d'organisations qui partagent notamment les mêmes valeurs que nous. Et je pense qu'on ne peut pas bâtir en fait un écosystème entrepreneurial viable tant qu'on ne se solidarise pas, tant qu'on chacun ne crée pas un périmètre en fait d'action. Et c'est là où en fait nous à Venac on a décidé vraiment de se restructurer, de se réorganiser et de travailler sur des projets qui ont un caractère mais purement numérique. Nous, c'est vraiment numérique. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu as évoqué une difficulté, notamment en termes de collaboration dans le milieu jeune. Est-ce que tu peux parler de quelques difficultés de façon générale? Des difficultés qui seraient plus ressenties lorsque tu collabores avec des partenaires nationaux que des partenaires étrangers, on va dire. Déjà, je pense que la question, c'est aussi le partage de vision. Donc, je sais pas, il y a des organisations après qui ont des visions qui mutent très facilement, je sais pas. Tu as aussi tout simplement des questions liées après, à un moment, quand c'est des questions liées à la finance, tout de suite, vous vous séparez. Je pense qu'il faut vraiment travailler aussi sur les questions donc, liées à la transparence. Je pense qu'il y a ça. Et bon, voilà, après aussi sur des questions tout simplement de, de professionnalisme. Parce que si on a des délais à respecter, il faut les respecter. Si on se convient d'un plan de travail, il faut les respecter, ainsi de suite. Donc, je pense que je ne le dis pas parce que je considère que mon organisation est la meilleure. Non, mais je pense que c'est plutôt une observation de manière générale. C'est quelque chose qui existe dans tous nos milieux et il faut le dire. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Ensuite, il y a aussi tout simplement des questions aussi de compétences parce qu'on peut se dire qu'on est une organisation qui veut faire évoluer les choses dans tel ou tel autre sujet. Je pense qu'il faut aussi avoir les dos solides pour supporter cela. Tant qu'on n'a pas les compétences qui vont avec, on ne peut pas se dire qu'on veut faire telle ou telle autre chose. Et vous l'aurez remarqué, par exemple, nous, à Venac, ça fait un moment, on n'a pas vraiment de personnes capables de supporter le département, par exemple, d'accompagnement à l'entrepreneuriat. On a suspendu tout de suite parce qu'on s'est dit, on n'a pas les reins solides pour ça. Il faut pour un moment qu'on arrête, on n'accompagne personne. Mais on est en quête, donc un vibrant appel à tous les profils voilà, qui se sentent capables, qui peuvent accompagner dans ce domaine. Nous sommes donc preneurs. Donc je pense que c'est sur ces questions qu'il faut travailler, transparence, compétence, mais aussi efficacité dans ce qu'on fait. D'accord. Si je te demandais de me dire quel apport par quel partenaire
pourrait faire de Wenac le plus grand hub d'Afrique? Qu'on pourrait t'apporter euh, euh, pour que tu puisses faire de Wenac le plus grand hub d'Afrique? Tout c'est vague. Tout. Ça veut dire peut-être qu'il y a des partenaires qui peuvent faire des demandes de tes services, notamment peut-être sur des projets que tu peux concevoir. Et puis voilà, je pense qu'en tant que hub, plus il y a des projets qui sortent, plus ils sont exécutés, plus ça renforce la réputation de ce que tu fais. Ta réputation, et après, il y a un effet boule de neige qui fait que effectivement, ça peut entraîner le reste. Maintenant, je sais que forcément, la question de l'appui financier compte, parce que si aujourd'hui tu avais la possibilité de mettre sur pied des laboratoires peut-être plus grands pour que les entrepreneurs selon différents secteurs puissent venir tester les idées et puis essayer d'en étudier la faisabilité, peut-être que ça aiderait. Donc, mais je ne veux pas répondre à ta place. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait t'apporter pour que Wenac soit non seulement euh, le- un centre d'innovation d'excellence encore plus grand, je veux dire, en termes de qualité, mais surtout pour qu'il y ait un impact, que ce soit sur le plan national, qu'on écoute mieux Wenac, qu'on donne plus de moyens à Wenac, qu'on fasse quoi pour que Wenac soit le plus grand? Déjà, moi, ce que je demanderais tout de suite, c'est les moyens, parce que nous, on a la vision qu'il faut. Franchement, la vision pour y aller, voilà. Ça, je ne vais pas être modeste là-dessus. Non, ouais, Et nous, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui nous gangrène, c'est le cadre, le local même. Parce que il faut louer, en fait, ce local. Et en termes de charges, c'est lourd. Donc, déjà, un très beau local, un très beau cadre, assez énorme. Ça ferait déjà la peine, parce que déjà, de manière physique, ça va montrer aussi la grandeur de la vision. Et ensuite, c'est de nous aider donc à avoir accès tout simplement à Internet. C'est difficile en fait de travailler sans Internet. À l'électricité, on a un générateur qui pète chaque année. On a essayé le solaire. C'est très difficile à mettre en place. Il faut déjà de l'espace pour poser les plaques solaires. Il faut des moyens pour acheter les batteries, ainsi de suite. Donc, déjà, je pense qu'il faut, en résumé, c'est avoir beaucoup plus donc, de moyens financiers. Mais après, nous accompagner aussi donc, à renforcer les compétences de nos équipes. Chaque année, Dieu seul sait, on essaie de se restructurer, d'avoir de nouvelles compétences. Et le truc, c'est que chaque année, on forme. Chaque année, il y en a qui partent aussi. Mais c'est bien, c'est une bonne chose en fait pour nous. Nous, on en est fiers. Mais c'est difficile de se séparer des gens, tout simplement. C'est bon pour la vision, mais ce n'est pas bon pour l'organisation. Ce n'est pas bon pour l'organisation. Dans la limite, tu prends du temps à former quelqu'un qui part. Mais cette personne, elle ne peut que partir parce qu'on n'a pas les moyens de lui donner ce qu'il mérite, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc, c'est en nous faisant confiance aussi sur des missions, par exemple. Nous, on est capable de mener des missions, quelle que soit l'ampleur. On peut le faire dans le domaine du numérique. Donc, je pense que l'idée, c'est déjà de nous tester là-dessus et on verra bien. Ouais. D'accord. Moi, je vais juste regarder la caméra et je vais lancer l'appel à ta place. Parce que je pense que tu fais déjà du bon boulot. Si je peux contribuer, je vais lancer un appel. Et à différentes catégories, différentes personnes, différentes demandes. Je pense que sur le plan national, ma demande majeure pour Wenac Lab, c'est déjà qu'on l'écoute. Parce qu'il y a une vision, il faut l'écouter et voir dans quelle mesure il faut l'exécuter. Mais ce n'est pas une vision personnelle, c'est une vision extrêmement altruiste pour les entrepreneurs, pour le Tchad. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut changer la donne. Que ce soit pour l'employabilité, question de richesse, que ce soit pour le développement du pays, la seule solution, c'est de créer un environnement pour que les entrepreneurs puissent être plus grands, plus accomplis, qui vont générer plus de richesse. Donc, pour le plan national, qu'on écoute plus Wenac
et qu'on facilite la vie simplement. Que ce soit des exemptions, que ce soit des accords, peu importe ce qu'on peut mettre à la disposition, c'est pour lui faciliter la vie. Par exemple, lui octroyer un terrain pour qu'il puisse créer un laboratoire ou quelque chose dont il a besoin justement l'organisation WENAC Lab. Pour les missions multilatérales, PNUD, coopération française, AFD, Oxfam, avec qui il travaille déjà. Je pense que WENAC a fait ses preuves dans les projets avec lesquels vous avez collaboré. Il est peut-être temps de soit d'avoir des projets plus ambitieux pour mettre à disposition de WENAC. Et si vous n'avez pas de projet, c'est des gens qui ont plein d'idées. Dites-leur, vous avez un budget de $100 000, $200 000, $500 000, et il faut 5, 10, 20, 50 projets. Et ils vont vous donner les idées. Vous gagnez parce que vous avez exécuté votre mission. Eux, ils gagnent parce qu'ils gagnent en réputation et puis ça permet de faire fonctionner ce hub. Pour les missions diplomatiques bilatérales, chaque mission diplomatique a des bourses d'études, a des cadres d'accompagnement. Donnez des bourses au personnel de WENAC et à d'autres jeunes aussi d'ailleurs pour qu'ils se forment, qu'ils montent en compétences. Si vous donnez des bourses, vous avez la possibilité de mettre des clauses. On t'envoie te former, mais tu travailles 5 ans pour WENAC. Ça suffit pour essayer de faire monter en compétences, mais surtout faciliter la vie. Quand les gens viennent étudier ici, ça les met en France en ce moment. Il y a le MEDEF avec plein d'entreprises, avec des idées d'innovation. Et les compétences de WENAC, la chance, c'est que justement, une entreprise peut être ici en France et WENAC peut lui monter un projet, que ce soit numérique, donc que ce soit des projets d'innovation, ainsi de suite. On peut tester et mettre en œuvre. On n'a pas besoin forcément que ce soit un hub français qui valide une idée. WENAC est équipé pour ça. Donc, pour cela, voilà ce que je demande. Pour les entreprises privées, il y a très peu d'organisations dans l'entrepreneuriat qui sont crédibles. Les banques, si vous êtes disposé à financer, si vous êtes disposé à accompagner des entrepreneurs, il y a un hub où vous allez trouver les meilleurs. Les gens qui ont des innovations, qui ont des idées. Si vous cherchez des gens à accompagner vraiment pour avoir un impact, vous savez vers qui vous tournez. Donc, c'est un peu l'appel que je voudrais lancer au nom de Salim. C'est lui qui devait lancer cet appel, mais je pense que oui, chacun d'entre nous doit se rendre compte qu'il y a un organe qui marche. Il y a des gens qui ont la possibilité d'injecter des ressources pour le rendre plus grand parce que finalement, nous tous, on profite. Si WENAC est plus grand et que si WENAC a des projets qui sont plus viables, effectivement, nous tous, on va en profiter. Moi, je peux avoir une idée. Je viendrai la tester là-bas parce qu'ils ont les compétences pour m'aider à concevoir cette idée mieux et l'exécuter. Donc, si on a quelque chose déjà, au lieu de chercher à créer des compétitions, créer d'autres trucs similaires, concentrons-nous. On n'est pas au niveau de se faire la concurrence encore. On n'a rien. Quand on a une chose, on se regroupe autour, on s'assure que ça marche et puis ça nous permet de pouvoir faire avancer notre pays. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'appel que j'ai lancé? Je pense que le temps est donné. Bon, dans mon habitude, c'est, comment dire, je suis plutôt le passeur de lumière. Mais là, je suis un peu à la fois gêné aussi, comme ça, d'être mis en lumière. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci. Mais il faut, je pense sincèrement que si nos gouvernants et les partenaires qui existent ont la possibilité de voir jusqu'où cette vision peut mener et la mission que tu t'es fixée avec tes partenaires, je pense qu'un appui de leur part aiderait beaucoup. Et ce n'est pas toi qu'on aide finalement, mais c'est surtout toutes ces personnes qui vont profiter d'un meilleur cadre plus grand avec plus d'impact. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, merci pour ta vision, je te remercie. Je pense qu'on va amorcer la dernière phase. Et c'est la dernière phase, c'est celle à laquelle tu ne t'attends pas encore. Oui. Donc, j'ai juste quelques questions. D'accord. C'est des flash questions, je te pose. Tu me réponds en une phrase, en deux phrases. Et puis, je pense que c'est ça. On va amorcer la dernière phase. C'est pour mieux te connaître. Je sais qu'on n'a pas... Mais je pensais que c'était juste une question et c'est tout. Ouais. Mais je vais poser les questions. La première question. Quelle est ta chanson préférée? C'est Mbaye de Mandoé. Je ne sais pas si peut-être dans le son, après dans le podcast, tu pourrais faire passer. Et les gens comprendront en fait. Ok, les gens connaissent déjà. Je pense que c'est un artiste qui m'a accompagné depuis mon jeune âge, depuis le lycée. Et à chaque fois, je lui dis, Mandoé, mais tu as une force immense, 25 ans. Mais aujourd'hui, même les jeunes d'aujourd'hui l'écoutent.
C'est Ouais. énorme. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Hein. Mhm, Même les jeunes d'aujourd'hui arrivent à écouter Mandoé. mhm. C'est énorme. Ouais. Et aujourd'hui, donc là, il y a quelques jours, il a connu un accident. J'en profite pour Mhm, lui, lui dire toute ma solidarité. Et il le sait. Et franchement, c'est quelqu'un dont je respecte beaucoup le travail actuel, tout ce qu'il fait avec les jeunes. Et je pense que c'est dont on a besoin aujourd'hui au Tchad, des gens qui sont à même, en fait, de tirer les autres aussi vers le haut. mhm, Parce qu'il ne suffit pas de le faire soi-même. mhm. Lui, il a son credo qui dit, en fait, s'il peut pas, à force, s'il peut pas changer le Tchad, qui doit se changer lui-même. Oui. Mhm. Mais je pense qu'en s'échangeant nous-mêmes, on est en train aussi de changer les autres. Une synergie collective. Aujourd'hui, je pense qu'il est en train de donner une très belle masterclass Mhm. d'entrepreneuriat culturel au Tchad. Ouais. Je pense que la jeune génération d'artistes aujourd'hui devrait aussi donc, le prendre pour Par modèle. exemple. D'accord. La deuxième question, quel est le Bon, meilleur... finalement, ce n'est plus une phrase, quoi. Non, mais c'est pas... je suis Oui, d'accord. Moi, je suis un très grand fan de Yellen. oui. Et c'est justement parce que j'écoutais Mondoué, j'ai jamais autant aimé quelqu'un chanter avant. J'écoutais les rimes de Smarty, donc c'est resté pour moi, c'est des gens que J'ai j'écoutais même toute créé ma une vie. page pour les faire revenir. Tu vois, moi aussi, là, je sais pas si j'ai fait un truc sur Change ou Oui. si j'ai fait quelque chose comme ça pour dire, je sais que vous avez maintenant, vous êtes sur d'autres lancées, mais donnez-nous un album, un dernier, quelque chose Et d'ultime, n'importe j'espère quoi. qu'Ismarty et Mandé nous écoutent en ce Je moment. souhaite n'importe quoi. Je Oui. veux juste un album de Yélène Oui. et ma vie sera réussie. C'est tout ce que j'attends. Oui. Donc, on passe le message à Mondo et Smartif. Donnez-nous un album. C'est tout ce qu'on vous demande. Juste un peu de lumière. Juste un peu de lumière. Juste un dernier album. Ok, la deuxième question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, je pense que un des meilleurs conseils qui m'a guidé, il vient d'un de mes oncles, un Mhm. de mes oncles paternels, quelqu'un pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. Et il m'a dit un jour, à force de trop te prendre au sérieux, tu risques de devenir imbécile. D'accord. Et ça, je pense que ça m'a toujours guidé. Il ne faut pas toujours penser qu'on est parfait, en fait. Mhm. Il ne faut pas toujours penser que les autres qui sont fautifs. Mhm. Je pense qu'il faut avoir euh, la capacité, en fait, de se remettre en cause. Et, et je pense que c'est le chemin, en fait, vers les bonnes valeurs. Ouais. Et ça me sert toujours. À chaque fois que je me sens trop sérieux, je me dis, ah tiens. Voilà. D'accord. Ouais. Si tu pouvais te voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu et pourquoi? Difficile comme question. Les yeux de ma mère. Et pourquoi? Parce que elle est d'une inspiration énorme. Je le dis, c'est une force de vie, mais très, très immense. Et je pense que ses yeux m'ont toujours guidé. Et je pense que c'est toujours les yeux de la raison. À chaque fois qu'on se pousse un peu d'ego, qu'on se dit attention, il faut un peu plus d'humilité. Et le fait, en fait, rien que de se refléter dans les yeux d'une femme, c'est aussi euh, avoir une certaine, comment dire, euh, avoir une certaine humilité Mhm. dans ce monde qui tend à être de plus en plus misogyne. Mm. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? L'altruisme, tout simplement. D'accord. Ouais. L'altruisme, je pense que c'est quelque chose qui facilite beaucoup les rapports aux autres. Et, et comme je le disais tout à l'heure, c'est en allant vers les autres qu'on peut mieux les connaître, Mhm. mais aussi donc pouvoir créer du partage. Et ce monde n'est rien sans partage. Quelle est la leçon la plus importante que tu aimerais enseigner à quelqu'un d'autre? La leçon, je pense que
Je n'en serais pas capable. Je peux pas. Je me dis, non, je ne serais pas capable de donner une leçon à qui que ce soit. Je ne m'en sens pas capable, pas du tout. D'accord. Ouais. Quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé? J'en ai beaucoup. Mhm. Peut-être avoir une fille. Je n'ai que des garçons pour le moment. D'accord, ils seront très contents d'écouter que la seule chose qui te manque, c'est lui. Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de tout abandonner? Si oui, qu'est-ce qui t'a retenu De tout abandonner. dans ta quête de tes projets, dans la construction de ton business? Je suis quelqu'un de très patient avec... je l'estime, hein. Mhm. Et je lâche pas vite, en fait. Non, je lâche pas. Et ça, tout le monde le sait. Je peux être têtu des fois, ouais. Ouais. Quelle est la chose que tu regrettes n'avoir pas fait? La médecine. D'accord. Si tu pouvais changer une chose au Tchad, qu'est-ce qu'elle serait? Ah ouais, une seule chose. Oui. J'aurais changé le système éducatif en mieux. Ouais. Parce que changer, c'est autre chose, mais Ouais. en mieux. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi une fois que tu ne seras plus là? Un homme ordinaire qui aura vécu sa vie, tout simplement. Merci beaucoup. J'arrive au bout de mes questions et je voudrais te donner un dernier propos avant qu'on clôture. Eric, merci beaucoup. T'es côtoyé, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Tu dégages beaucoup de lumière, comme tu le fais d'ailleurs, parce que là, c'est... J'ai vu que tu as mis en lumière pas mal d'acteurs tchadiens, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine des médias, que ce soit des architectes et tout. J'ai vu pas mal d'émissions de toi. Et donner de ton temps pendant que tu es ici, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais fait, en fait? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire étant ici? Tu le fais déjà, en fait. Et je pense que partout où on est, on peut vraiment faire des choses qui vont dans le sens euh, de mieux faire connaître le Tchad, de mieux parler du Tchad. Euh, et moi, je le dis très souvent, c'est que on a les lacs d'Unianga, on a le parc de Zakuma, on a des jeunes brillants, mais dont on n'en parle pas. Tout simplement, on ne donne pas la chance, en fait, de faire briller les jeunes. Donc, moi, je pense que mon message, mon premier message va déjà à l'endroit de ceux qui peuvent faire bouger les choses au Tchad. Donnez la chance aux jeunes, faites-leur confiance, donnez-leur les moyens, en fait, d'avancer. Et je pense qu'on en sortira tous gagnants. Et aux jeunes, moi, je suis aussi fruit du centre culturel Emmanuel CCE, pour ceux qui le connaissent. Euh, et j'ai appris quelque chose, c'est en fait la devise du centre, c'était non pas se servir, mais servir. Et je pense que cela doit animer chaque jeune Tchadien en fait. On en a besoin en fait pour le moment. On a vraiment besoin de se souder, de rester solidaire pour faire avancer le pays. Et je pense que en aucun cas les guerres minables que nous menons en ce moment ne peuvent nous aider. Donc je pense qu'il faut l'heure est vraiment à la solidarité et il faut vraiment pouvoir faire un travail acharné pour faire avancer les choses. Mettre de côté nos égos, mettre de côté tout ce qui fait en sorte que nous vivons dans un environnement aussi conflictuel en ce moment. Parce qu'il n'y a pas un seul domaine où on peut travailler sans se sentir en conflit, en fait. Donc, je pense qu'il est vraiment temps de pouvoir changer, de désarmer nos cœurs pour pouvoir aller vers un cadre meilleur. Merci beaucoup. Et pour clôturer, j'aimerais simplement rappeler qu'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir, j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir un Tchadien comme on les aime, c'est-à-dire un patriote dans l'âme, un innovateur, un expert dans son domaine, mais plus important encore, un homme bon,
un homme ordinaire qui vit sa vie et qui fait des choses extraordinaires. Donc, merci, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici. Et je rappelle que c'est M. Salim, fondateur de Wena Club, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Et je le remercie pour avoir partagé certains aspects qu'il ne partage pas d'habitude et qui continue de créer un peu de... Il y a un mystère autour de lui. On connaît Wena, nous tous on connaît Wena, on sait ce que ça a comme impact. On ne connaissait pas toujours l'homme derrière, l'un des hommes derrière. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Donc, je voudrais dire merci à Salim. Et je veux dire aussi merci à tous ceux qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux, que ce soit au niveau des radios. C'est un plaisir d'avoir échangé avec vous aujourd'hui. Je suis Maître Gedung Lejubgeri et je présente le Blédard Podcast. Et merci et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.